sujet Barbara Butch, fais des blagues, Marion. Bah oui, fais des blagues. Ah bah là, t'inquiète, là, il y a personne pour t'aider à faire des blagues. Tout le monde est parti. Ah bah ça, pas étonnant, débrouille-toi. Ah bah, super, parce que moi, je suis une machine à blagues, c'est bien connu. Hein, je me débrouille, et puis après, qui c'est qui va se faire engueuler? Eh bah c'est moi, hein, comme d'habitude. Ah bah ça... ah. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 21 juillet et depuis quelques jours, une polémique enfle et fracture la gauche, l'affaire Barbara Butch. Samedi dernier, à Grenoble, le concert de cette DJ française a tourné court. Une vingtaine de minutes après le début de son set, la mairie décide de l'interrompre, invoquant la nécessité de garantir la sécurité de l'ensemble des personnes présentes en raison de la mobilisation d'une centaine de militants pro-palestiniens venus contester la présence de l'artiste. Ils lui reprochent notamment son soutien affiché à la loi Yadan en mars dernier. Alors les images tournées par nos confrères d'ici Isère montrent des drapeaux palestiniens déployés dans le public et des doigts d'honneur adressés à l'artiste. On entend également des huées, des sifflets et des slogans couvrir parfois la musique. Alors depuis, l'affaire a pris une tournure nationale et éminemment politique. Tout le monde y va de sa réaction indignée et LFI, dont la section locale a relayé l'appel à manifester, se trouve sous les feux des critiques. On fait le point ensemble. Mais avant d'aller un petit peu plus loin sur le sujet, j'ai un message important à vous faire passer. Le média est en difficulté et pourrait disparaître dans les semaines à venir sans votre soutien. Pour sauver notre chaîne et pouvoir donc être au rendez-vous en 2027, nous devons réunir 10 000 donateurs mensuels. Alors on est déjà presque à la moitié de cet objectif. Il nous manque moins de 200 donateurs pour y arriver. Si vous voulez vous aussi apporter une pierre à ce bel édifice collectif, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour cela, rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr. Et retour à la polémique autour de Barbara Butch. Et avant toute chose, faisons les présentations. À 45 ans, Barbara Butch est une DJ française installée depuis longtemps dans le paysage des nuits parisiennes. Mais en 2024, elle accède à une toute autre notoriété après sa participation à un tableau de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nus. Alors c'est elle, Barbara Butch, qu'on voit là au centre de l'image, portant une grande coiffe argentée, juste derrière le chanteur Philippe Catherine. Et c'est cette apparition au sein d'un tableau qui a fait s'étrangler plus d'un cul serré de ce pays, qui a déclenché pour la DJ une vague de cyberharcèlement particulièrement intense et largement alimentée par l'extrême droite, au point qu'elle a même dû porter plainte. Menacée de mort, de torture et de viol, elle est également visée par de nombreuses injures à caractère antisémite, homophobe, sexiste et grossophobe, pouvait-on lire dans un communiqué rédigé par son avocate à l'époque. Alors plusieurs mois après, en novembre 2025, 4 hommes seront finalement condamnés dans cette affaire avec des peines allant de 4 mois de sursis à 10 mois de prison ferme. Et à l'époque, on le précise, elle avait reçu le soutien des Insoumis. Mais voilà, depuis, le vent a tourné. En mars dernier, Barbara Butch signe une tribune de soutien à la loi Yadan, du nom de la députée macroniste qui l'a déposée. Un texte qui, sous couvert de lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, d'après l'exposé des motifs, entendait finalement élargir le délit d'apologie du terrorisme. Il avait suscité de vives critiques et ses opposants avaient notamment dénoncé un risque fort d'atteinte à la liberté d'expression et notamment dans la critique de la politique d'Israël dans le contexte actuel de dénonciation du génocide. Alors nous en avions évidemment longuement parlé dans le récap de cette loi Yadan. Je vous invite à voir ou à revoir les épisodes consacrés à ce projet de loi et particulièrement le dernier en date qui revient sur la petite entourloupe des macronistes et particulièrement le dernier en date qui revient sur la petite entourloupe des macronistes qui, face à la mobilisation massive, avaient retiré leur texte avant l'examen à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement puisse nous le ressortir sous un autre nom d'ici peu de temps. Alors à l'époque, la signature de Barbara Butch en soutien à ce texte fait l'effet d'une déflagration à gauche. Ça donne lieu à une nouvelle vague
de harcèlement, il faut le dire, dénoncé par l'artiste sur ses réseaux sociaux. Dans un propos qu'on peut raisonnablement qualifier parfois d'un peu maladroit, elle concède qu'elle n'aurait pas dû signer cette tribune, qu'elle n'est pas un soutien de la politique israélienne, mais elle se justifie en rappelant en revanche qu'elle est victime d'antisémitisme depuis son enfance. J'espère que vous comprendrez pourquoi j'ai signé cette tribune. Bien évidemment qu'il y a des choses qui sont à redire sur cette loi, mais une loi, ça se discute. Et moi, de toute manière, je suis pas juriste. Je suis pas politologue. Je ne lis pas entre les lignes comme certains l'ont fait. C'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de faire danser les gens. Je parlais que en tant que personne concernée, en tant que dans mon endroit de personnes juives. Maintenant, je vous souhaite vraiment d'essayer de comprendre, d'essayer de retrouver du dialogue, qu'on reparle, parce que là, c'est de pire en pire et on peut pas laisser les choses se faire comme ça. Cette manière de m'attaquer est intolérable. Alors cette prise de parole, elle ne convainc pas vraiment les soutiens de la cause palestinienne. Il rappelle que cette signature n'arrive pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. En juin 2025, quasiment un an plus tôt finalement, Barbara Bush avait accepté de performer à l'ambassade de France à Tel Aviv. Alors évidemment que le génocide était déjà en cours et que les flottilles pour la liberté, à bord desquelles se trouvaient notamment l'eurodéputée Rima Hassan et Greta Thunberg, venaient d'être tout juste interceptée par l'armée israélienne. Pour ses détracteurs, c'est une ligne rouge qui a donc été franchie. Alors quand la mairie de Grenoble annonce la venue de l'artiste dans le cadre d'un festival local, un appel au boycott et à la mobilisation est lancé. Il est relayé notamment par la section locale des Insoumis qui demande à plusieurs reprises à la mairie la déprogrammation de Barbara Bush. Le reste, c'est Alan Brunon, élu local et chef du groupe LFI au conseil municipal de Grenoble, qui le raconte aux médias. Nous, on voulait simplement pacifiquement dire que on était en désaccord avec le fait que de l'argent public vienne permettre la réalisation d'une artiste qui a pris position politique pour bien évidemment soutenir une loi que nous jugeons être une loi qui a vocation à bâillonner l'expression des militants en soutien à la cause palestinienne. Nous sommes en désaccord avec le fait qu'à Grenoble, il puisse y avoir un tel concert qui se déroule alors même qu'actuellement, il est temps de dénoncer clairement le génocide à Gaza qui se poursuit depuis de trop nombreux mois et qui est pointé par la communauté internationale comme étant bien évidemment une atteinte au droit international. Donc c'était simplement une position politique pacifique et je pense que nous avons bien évidemment montré que nous étions en capacité de se mobiliser pour dénoncer la prise de position de cet artiste. Nous en prenons pas à elle comme pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle représente, mais nous avons une position politique sur ce qu'elle a fait en tant que soutien à la loi Yadan. La participation des Insoumis isérois à cette mobilisation au concert de Barbara Bush est évidemment une aubaine pour leurs adversaires politiques qui n'ont pas manqué d'en faire des caisses et d'accuser une fois encore la formation politique d'antisémitisme. Gabriel Attal en profite notamment pour tweeter que l'antisémitisme de LFI est tout sauf résiduel. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez ajoute que l'antisémitisme, les intimidations et les pressions n'ont pas leur place dans notre politique et que empêcher une artiste de se produire est une atteinte inacceptable à la liberté d'expression. On les entend moins parfois d'autres. Même topo pour Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, qui est choquée et dénonce des attaques antisémites sous couvert de militantisme et ainsi de suite. Sans trembler des genoux, on a évidemment Marine Le Pen qui en profite pour, par exemple, dénoncer le projet totalitaire que porterait l'extrême gauche, allons-y gaiement. Et même à gauche, la fracture est nette. Pour Olivier Faure, LFI ne sert pas la cause palestinienne. Ses méthodes n'aident, selon lui, pas en rien les Palestiniens et desservent les militants sincères. Ça, c'est ce qu'écrit le premier secrétaire du PS. Autre réaction, n'a-t-on pas plutôt des représentants politiques qui défendent la loi Yadan à interpeller fortement avant de s'en prendre à Barbara Bush? Ça, c'est ce que questionne de son côté Clémentine Autain de l'après dans un long post publié sur les réseaux sociaux. On peut aussi parler de Sandrine Rousseau qui s'est rangée du côté de l'artiste, estimant qu'elle
est déjà victime de multiples discriminations qui devraient tous nous interroger. En réaction, les insoumis grenoblois essayent d'éteindre l'incendie et montent au créneau. Ils rappellent que la mobilisation se voulait pacifique et qu'elle visait à contester une prise de position politique de Barbara Bush et évidemment pas qui elle est. On peut écouter encore une fois Alan Brenon. Je dis qu'il n'y a aucun antisémite dans mon groupe politique, comme il n'y a aucun antisémite à la France insoumise, et que par conséquent, nous dénonçons bien évidemment le fait de mettre le curseur sur ces choses-là qui ne sont pas rentrées en ligne de compte dans notre position de militants. Et comme militants antifascistes, nous sommes vent debout, bien évidemment, contre les attaques antisémites que Mme Bush a pu subir et a dû supporter à d'autres reprises. Nous avons simplement pointé du doigt une position qui est une position politique de soutien à un projet de loi qui d'ailleurs est tombé à l'eau puisque a été pointé son caractère qui pourrait poser problème en termes de constitutionnalité. De son côté, la mairie d'hiver gauche de Grenoble affirme toutefois que des projectiles auraient été envoyés sur l'artiste. Et ce mardi matin, le parquet de Grenoble a annoncé de son côté l'ouverture d'une enquête pour délit d'entrave concertée aux libertés, rappelant dans le communiqué qu'il est puni d'1 an d'emprisonnement. Et cette polémique, évidemment, elle fait tache d'huile pour le mouvement insoumis dans son ensemble, bien qu'au niveau national, aucun cadre ou figure de LFI n'a relayé l'appel à mobilisation de samedi dernier. Eh bien, le mouvement se retrouve aujourd'hui contraint de s'expliquer, alors à commencer par Manuel Bompard, évidemment, le coordinateur de la France Insoumise, qu'on écoute sur France Info. D'abord, on parle d'un concert qui est organisé par une municipalité. Et vous avez des élus insoumis qui ont pris position contre l'organisation de ce concert. Ensuite, la municipalité de Grenoble a décidé de maintenir ce concert et il y a eu une protestation pacifique à ma connaissance. Pas tout à fait pacifique, Manuel Bompard, pas tout à fait. Et en tout cas, s'il y a eu des choses qui sortaient du cadre pacifique, je les désapprouve absolument. Mais par contre, le fait qu'on puisse avoir une protestation pacifique contre des prises de position politiques d'une artiste, parce que c'est de ça dont il Barbara Bush, la DJ qui a signé une tribune de soutien à la proposition de loi de Caroline Yadan sur les formes renouvelées de l'antisémitisme. C'était ça le nom du texte. C'était le nom, c'était pas l'objectif. Voilà, donc Barbara Bush, quand elle signe une tribune qui est... je pense que vous l'avez lu, cette tribune. Il y a quelque chose de choquant dans ce qu'elle a signé ? Je pense que... Lutter contre les nouvelles formes de l'antisémitisme. Mais d'abord, je pense que c'est une prise de position politique d'appuyer et de soutenir une loi dont, encore une fois, le titre ne représente pas le contenu de la loi. Donc, évidemment que signer une tribune pour condamner l'antisémitisme n'a rien de choquant. Je pense que tout le monde, d'ailleurs, devrait signer des tribunes pour lutter contre l'antisémitisme. Donc, le sujet n'est pas celui-là. Le sujet est une prise de position politique en faveur d'une loi, une loi qui était combattue, contestée, y compris, par exemple, par des organisations internationales liées à l'Organisation des Nations Unies. Manuel Bompard, est-ce que ça vaut boycott et insulte? Ça vaut la possibilité. Insulte lors d'un concert. Insulte, s'il y a eu des insultes, je ne sais pas s'il y a eu des insultes. Chez une DJ, Barbara Bush, qui est régulièrement cyberharcelée. S'il y a eu des insultes, elles sont absolument inacceptables. Pour ma part, je ne suis jamais d'accord avec les insultes. Derrière cette polémique et l'évidente énième instrumentalisation du prétendu antisémitisme attribué à la formation politique de Jean-Luc Mélenchon, deux notions viennent s'entremêler. On évoque pêle-mêle sur les plateaux le boycott et la censure. Alors, il est bon quand même de nuancer les deux. La censure, c'est quand une institution publique fait usage de son autorité pour empêcher la diffusion d'un contenu ou interdire à un artiste de s'exprimer. Le boycott, en revanche, est une initiative citoyenne sans pouvoir de coercition. C'est un appel à ne pas consommer ou financer une œuvre ou un artiste au nom d'un désaccord politique. C'est une arme des dominés face aux dominants, il faut le rappeler, c'est vraiment pas la même chose. Barbara Bush, elle fait face résolument à la seconde option, pas à la première. Elle n'a pas été déprogrammée, au contraire, elle a fait face en revanche à l'expression d'un désaccord d'un collectif militant. Alors évidemment, on peut le critiquer, on peut revoir la méthode, en discuter, voire même questionner l'efficacité politique. Pourquoi pas, c'est tout à fait légitime. En revanche,
on peut aussi souligner le 2 poids 2 mesures auquel on fait actuellement face. Jamais quand le rappeur Medine, pour ne citer que lui, fait face à des déprogrammations en cascade sur décision politique de mairie notamment, ce qui entre donc résolument dans la case de la censure. Et jamais on entend s'émouvoir autant sur les plateaux. Même chose quand l'humoriste Hakim Omiri voit son spectacle perturbé par le collectif militant Nous Vivrons, ou quand le RN attaque judiciairement les artistes Costa ou Kershak pour leur couplet sur le morceau de No Passaran dénonçant l'extrême droite, ou quand des conférences pro-palestiniennes sont déprogrammées. Là, dans ces cas-là, personne ne s'émeut de la forme, voire du fond d'ailleurs, ou de qui est visé, contrairement à la polémique avec Barbara Bush. Au final, l'affaire Barbara Bush, elle pose une question simple. Où place-t-on la frontière entre la contestation politique légitime et l'atteinte à la liberté d'expression, voire le harcèlement ou la discrimination? Une frontière qui, dans le débat public, semble parfois varier selon l'artiste concerné, selon la cause défendue et surtout selon le camp qui parle et celui qu'on cherche à abattre. Et c'est peut-être ça, au fond, le véritable sujet de cette polémique. Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, on rappelle notre objectif de 10 000 donateurs mensuels pour sauver le média. Aidez-nous à continuer à vous informer. C'est à partir de 5 € par mois. C'est défiscalisable. Pour cela, rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de choisir et de proposer des sujets, comme celui-ci d'ailleurs, je vous attends sur le canal Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. La loi d'urgence agricole a été adoptée cette nuit par les députés, 296 voix pour, majoritairement issues des rangs de la droite et de l'extrême droite, et 224 voix contre. Elle permet, entre autres, et on l'a souvent répété ici, l'utilisation de l'acétamipride, un produit très controversé et mauvais pour la santé, ou encore l'accaparement de l'eau via les méga-bassines. Cette loi, c'est un recul pour l'environnement, un danger pour notre santé et une aubaine évidemment pour les grands groupes industriels. Stéphane Gallet est porte-parole de la Confédération paysanne. Nous l'avons interrogé tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. On est très en colère en fait sur l'irresponsabilité en vrai des parlementaires à adopter une loi qui va à contresens de l'histoire et puis aussi de ce qu'on peut vivre sur les fermes en fait. Là, on est en pleine canicule, il y a des incendies. On a une loi qui poursuit un schéma productiviste qui a fait disparaître des paysans, des paysannes et qui va pas permettre d'accompagner la transition agroécologique, qui va pas non plus permettre de satisfaire aux revenus des paysans, des paysannes. Donc, on a une loi à contre-courant de l'histoire, juste pour satisfaire les intérêts de l'agro-industrie. Donc, voilà, la colère, elle est très présente. Nous, on pense que maintenant, le chemin, ça va être de réaviver ou d'accompagner une colère agricole qui ne peut que ressurgir parce que les problématiques sont toujours là et la réponse, elle est à côté de la plaque. La mesure sur les pesticides divise même au sein du gouvernement. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'est dite ce matin très satisfaite de l'adoption de cette loi. En revanche, du côté de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, c'est un peu moins clair. Elle est personnellement opposée à la réintroduction de l'acétamipride. Elle l'a fait savoir. Elle pourrait d'ailleurs bien démissionner en cas d'adoption définitive de ce texte. Adoption définitive qui devrait avoir lieu dans quelques heures après un passage au Sénat. Le président gabonais Brice Oligui Nguema est en France depuis hier pour une visite d'État de 3 jours. Et autant dire que Macron lui a déroulé le tapis rouge. Alors pourquoi ? Parce qu'il voit ses intérêts là-dedans, bien évidemment, dont le manganèse, une ressource exploitée depuis des décennies par un groupe français, Eramet. Un premier protocole d'accord autour de ce minerai stratégique a d'ailleurs déjà été validé. Autre sujet au cœur de cette visite d'État, la coopération militaire, puisqu'on le rappelle, le Gabon est l'un des derniers pays africains où la France conserve une présence permanente. Paris a donc tout intérêt à ne pas froisser le président gabonais au risque d'éviter des sujets qui d'ordinaire lui tiendraient énormément à cœur, comme le respect des droits de l'homme, bien évidemment. Et pourtant, ce ne sera pas vraiment donc évoqué, on l'a dit, de quoi inquiéter de nombreux
nombreuses ONG et partis politiques, c'est notamment le cas des écologistes, qui voient là une façon de cautionner la dérive autoritaire du président gabonais. C'est une vidéo virale vue plus de 2 millions de fois sur les réseaux sociaux. On y voit un fonctionnaire de police insulter un groupe de personnes. Il est accoudé à la fenêtre de son véhicule, lunettes de soleil sur le nez et d'un air particulièrement arrogant. Regardez, quand il parle, ça donne ça. Oh non, non, c'est moi le chef ici. C'est moi le chef ici. C'est lui qui chante depuis quand? Comment ça se fait que tu parles mal comme ça? Parce que moi j'ai tous les droits. Parce que c'est un trou du cul ton père. Ah bon? Mais oui. Il arrive, là, il nous insulte pour qui il se prend. Bah c'est qui t'insulte à toi? C'est rien, c'est personne, ce gros lard, là. Alors sans cette vidéo, ces propos seraient certainement restés sans conséquence une nouvelle fois. Heureusement que les images sont là pour documenter les faits. Face à la polémique, la police nationale de Meurthe-et-Moselle a bien été obligée de réagir. Elle a dénoncé des propos inadmissibles et annoncé l'ouverture d'une enquête administrative. Les circonstances précises de l'intervention restent à établir, mais cette séquence relance une nouvelle fois le débat sur les pratiques policières. Et vous n'êtes pas sans le savoir, la reprise des tensions au Moyen-Orient fait grimper mécaniquement les cours du pétrole. Conséquence, les prix à la pompe flambent. En quelques jours, le gasoil a augmenté de plus de 20 centimes. Le litre d'essence frôle quant à lui ou dépasse désormais les 2 €. Dans de nombreuses stations, rappelez-vous, les gilets jaunes sont descendus dans la rue quand le litre était environ à 1,40 €. Ça fait réfléchir. Interrogée ce matin, la ministre de l'Énergie, Maud Bréjon, reconnaît une situation extrêmement incertaine. Elle rappelle que les aides aux ménages les plus modestes sont toujours en place et elle insiste, seul 1 million de Français l'ont demandé alors que 3 millions sont éligibles. Alors vérifiez chez vous. Khalil Al-Hayya, le principal négociateur du Hamas, a été élu à la tête du bureau politique, mettant fin à plus d'1 an et demi de direction collégiale. Cela avait été instauré après la mort de Yahya Sinwar, tué, souvenez-vous, par l'armée israélienne en octobre 2024. Selon le Hamas, Khalil Al-Hayya a été élu à une très large majorité lors d'un scrutin organisé dans la plus grande discrétion. Sa prise de fonction officielle est attendue dans les prochains jours. Né en 1960, il est une des figures historiques du parti et surtout l'une des rares encore en vie. Il a déjà été emprisonné par Israël et a échappé à une tentative d'assassinat attribuée à l'armée israélienne. C'était au Qatar, un pays où il réside désormais, en 2025. Son fils, lui, n'a en revanche pas survécu. Présenté comme un fin négociateur, ses talents devraient aider dans les pourparlers de paix à Gaza. Bien que force est de constater que les choses n'avancent pas beaucoup, le Hamas est affaibli. Le génocide, en revanche, se poursuit et des civils meurent quotidiennement à Gaza. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis n'oubliez pas, pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels, rendez-vous sur capsur10k.lemediatv.fr. Merci de votre soutien et très bonne soirée sur le Média.